Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de JP contre le Nasdaq, une émission dans laquelle je vais essayer de créer un portefeuille boursier qui soit plus performant que le Nasdaq 100, un indice américain extrêmement performant lui-même. Dans ce premier épisode, on va investir 6 000 $ dans des entreprises qui sont, je pense, incontournables pour le défi, puisque c'est les 7 magnifiques, Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta et Tesla, qui, de par leur taille, vont être incontournables, on va devoir en parler, puisque simplement le Nasdaq 100, c'est ces entreprises, c'est les GAFAM. Elles représentent une part énorme de l'indice et une part encore plus grosse de la performance. Donc on va être obligé de s'y intéresser, puisque quoi qu'il arrive, elles auront un impact très fort sur la performance qu'on va faire par rapport à l'indice, puisque si on les prend, ça aura un impact évidemment, mais même si on les prend pas, puisque c'est globalement elles qui dictent la performance des indices, eh bien, si elles explosent et qu'on les prend pas, ça aura un impact sur la performance qu'on fera par rapport aux indices. Ça risque d'être un peu long, donc je vous mets des chapitres avec chaque entreprise qu'on va aborder une par une, parce que j'ai un peu peur sur le temps que ça peut durer. On va commencer directement par Microsoft, mon chouchou de 2023, c'était une entreprise que je considérais comme extraordinaire de par une solidité financière digne d'un État, tout simplement. Une entreprise gargantuesque, très diversifiée, avec une situation concurrentielle extraordinaire, une situation comptable également formidable. Enfin, que des qualités défensives hors normes. Et puis en plus de ça, un potentiel très important qui était là, sur notamment le cloud et plus particulièrement sur l'IA, qui venait rajouter, je trouvais à l'époque, ce petit potentiel de gains supplémentaires qui pouvait manquer un peu à l'entreprise par le passé, et donc je trouvais l'entreprise formidable. Je la trouve toujours très bonne, mais j'ai changé d'avis par rapport à certains points, et je trouve aujourd'hui que son potentiel est pas forcément le plus fort des entreprises qu'on va voir, et c'est pour ça que je n'ai acheté que 2 actions de Microsoft, pour un total autour de 800 €, ce qui, on va le voir, est presque 2 fois moins que les 3 autres positions que je vais prendre aujourd'hui. Alors, j'ai toujours une conviction sur l'IA qui est énorme, qui me vient notamment assez simplement d'une expérience utilisateur. J'ai été très fan des produits faits par OpenAI dès leur sortie. J'ai eu la chance de pouvoir tester ChatGPT 4, la version payante, au moment où il est sorti, la semaine même où il est sorti, à l'époque où il y avait relativement peu de monde qui l'utilisait, ce qui permettait à chaque utilisateur d'avoir accès à une forte puissance de calcul par rapport à maintenant où, disons-le, ces modèles sont devenus beaucoup moins performants qu'à l'époque de leur sortie. Mais à ce moment-là, au moment où vraiment les modèles fonctionnaient parfaitement, moi, ma conviction personnelle, c'était que ce genre d'IA, s'ils étaient un peu adaptés à des métiers précis, avait le potentiel de remplacer entre 15 et 30% des métiers de bureau, des métiers derrière des ordinateurs que font les personnes actuellement, ce qui forcément allait avoir des répercussions économiques énormes et engendrer beaucoup de gains financiers pour ces entreprises. Cependant, il y a un aspect de l'IA que je valorisais très fortement à l'époque, mais que je ne valorise plus du tout aujourd'hui, c'est l'IA destinée aux particuliers. Des produits IA faits pour des gens sur leur temps libre, comme ça, comme petits abonnements, comme on utilise Spotify ou Amazon Prime. Vous voyez, des abonnements ou des produits destinés aux particuliers. Ça, je pense aujourd'hui que ça va être très dur à monétiser, tout simplement parce que l'IA coûte très cher. Acheter les infrastructures, construire un modèle et faire tourner un modèle, c'est un processus qui coûte beaucoup d'argent. Et en fait, même aujourd'hui, la plupart des solutions IA destinées aux particuliers classiques ne sont absolument pas rentables. Ils coûtent beaucoup plus cher à faire que ce qu'ils rapportent. Et j'ai en réalité beaucoup de mal à imaginer que des particuliers pourront payer le juste prix, entre guillemets, pour ces modèles, parce qu'ils font tout simplement pas des choses suffisamment complexes pour vraiment justifier d'avoir des IA très performantes qu'ils fassent à leur place. La plupart des gens, quand ils utilisent la suite Office sur leur temps libre, faire des choses élémentaires, écrire des documents vraiment basiques, faire un tableau Excel ultra basique aussi. Dans le cadre professionnel, c'est différent, on va le voir, mais dans le cadre particulier, c'est souvent très simple. Et donc, ça ne justifie pas d'intégrer là-dedans un modèle IA très performant qui les aiderait tant que ça, parce que la marge que vont faire les entreprises là-dessus n'est pas si forte que ça. Donc ça, j'ai pas mal changé d'avis là-dessus. Mais par contre, en ce qui concerne les services IA délivrés aux entreprises, ça, je suis encore plus convaincu qu'à l'époque. Je pense que ça va être un marché absolument gigantesque et qui va continuer de grossir jusqu'à notre mort, tout simplement, qui va continuer de grossir dans un long processus d'automatisation qui a commencé il y a 200 ans avec l'automatisation de l'agriculture et qui ne finira probablement jamais. Et pour illustrer de quoi on parle, j'aimerais vous montrer une base de données qui a été créée par Google, donc pas Microsoft, mais les services qu'ils proposent d'IA aux entreprises sont très similaires, donc ça donne des très bonnes illustrations de ce qu'ils sont en train de faire pour les entreprises. Et donc sur cette base de données où on voit une liste d'1 millier d'entreprises clientes de Google Cloud et de ses produits IA avec à chaque fois leurs applications dans l'IA, eh bien il y a pas mal d'exemples très intéressants dont donc je vais vous montrer pour illustrer exactement de quoi on parle quand on parle de ces entreprises qui vont développer des fonctionnalités IA pour les entreprises. Tout d'abord, il y a une vidéo qu'ils ont faite avec le CEO de Goldman Sachs qui, je pense, illustre bien un peu l'hypocrisie dans le domaine et précisément de quoi on parle. Alors dans cette vidéo, il se concentre sur 3 points clés: la croissance, bon alors ça pourquoi pas, augmenter la productivité des employés
et améliorer l'efficacité opérationnelle. Je crois que c'est ça qu'il dit. Bon alors, le premier point d'accord, les deux derniers points veulent dire la même chose, sont des périphrases pour décrire de manière complexe une situation au fond très très simple. Ce qu'ils veulent faire, c'est prendre une équipe de 50 personnes, augmenter leur productivité et leur efficacité opérationnelle et la transformer en équipe de 25 personnes assistées de plein de logiciels IA. Voilà, c'est très concrètement ça ce qu'ils sont en train de faire. Évidemment, ils vont pas dire réduire les coûts en coupant des emplois, mais de fait, c'est ce qu'ils font. Et le gros avantage de ça pour les entreprises qui donnent ces solutions, c'est qu'un développeur chez Goldman Sachs, le type est payé 200 000 $ par an. Donc évidemment, si vous arrivez à créer des services qui peuvent réduire de 25% une masse salariale qui coûte 200 000 $ par tête, plus d'autres suppléments derrière, et bah, vous pouvez faire payer ça à un prix extrêmement conséquent qui va être très largement au-dessus de tout ce que vous auriez pu faire payer à un client particulier qui juste va utiliser l'IA pour l'aider sur quelques petites tâches. Vous voyez, la valeur que vous apportez aux entreprises est tellement plus élevée monétairement que la valeur que vous apportez aux particuliers qu'en fait, le côté B2B de l'IA, je pense, surpasse très largement le reste des opportunités liées à ça. Et pour moi, il y a un écart de rentabilité potentielle qui est absolument énorme. Donc c'est pour ça que je suis très intéressé sur le fait de parier sur ces business-là qui vendent des services d'IA aux entreprises. Et l'autre vidéo que je voulais vous montrer, que j'ai trouvé encore une fois extrêmement intéressante, c'est le CEO pour le coup de Mercedes-Benz qui parle de sa relation avec Google encore une fois, mais encore une fois, qui dit avec Google pour être valable pour Microsoft aussi, enfin pour Azure, le cloud de Microsoft aussi. Et en fait, dans cette vidéo, il parle de toutes les relations qu'il a déjà avec Google, puisque Mercedes utilise déjà des systèmes d'intelligence artificielle pour conduire automatiquement leurs voitures qui sont fabriquées par Google. Ils utilisent déjà des systèmes de navigation qui sont aussi proposés par Google. En plus de ça, évidemment, ils sont clients du cloud, ils sont clients de différents produits Google Doc ou je ne sais quoi. Enfin, vous voyez, les liens qu'ils ont avec Google sont très nombreux et très importants. Et donc, évidemment, pour Google, c'est tellement simple de leur vendre maintenant des solutions IA que pour n'importe quel compétiteur qui voudrait rentrer sur le marché et prendre des parts de marché aux gros acteurs historiques, Amazon, Microsoft et Google, c'est quasiment impossible. Comment vous voulez faire la compétition avec Google ou avec Amazon ? C'est des entreprises qui ont un cash quasiment illimité, enfin qui ont des capacités financières hors normes, qui ont déjà des relations très profondes avec la plupart des entreprises qui vont solliciter ces services. Donc en fait, c'est un marché qui est extrêmement fermé, qui a des barrières à l'entrée extrêmement hautes, et un marché qui va, je pense, devenir gigantesque. Donc c'est une situation assez hors norme, vous voyez, avec un marché qui va être extraordinairement rentable pour ces boîtes, mais qui ne peut pas réalistiquement être concurrencé par grand monde. Il y a très peu de monde qui peut aller prendre Mercedes à Google, et il y a très peu d'acteurs qui pourraient prendre des parts de marché à Microsoft Azure ou à même Amazon. C'est d'une difficulté hors norme. Et c'est ça vraiment qui m'intéresse particulièrement sur ce business. Mais alors, pourquoi est-ce que Microsoft n'est plus mon entreprise préférée ? En fait, le petit problème que je trouve avec Microsoft, c'est qu'il y a un peu de gras, pour le dire simplement, sur l'entreprise. C'est un holding qui est extrêmement sûr. Mais vous voyez, si on prenait chacune des entreprises de Microsoft individuellement, est-ce que je serais intéressé pour investir dans chacune de ces sous-catégories ? Pas forcément tant que ça. Pourtant, l'entreprise a un premium qui est assez conséquent. Enfin, je dis ça avec des pincettes parce que l'entreprise a une qualité hors norme, mais l'entreprise se paye un petit peu plus cher que d'autres entreprises qu'on va voir dans la vidéo. Et pourtant, en fait, vous voyez, si on prend certains segments, notamment les systèmes d'exploitation, bon, ça va pas croître tellement plus vite que le Nasdaq a priori. Le côté, encore une fois, Office et tout ce qui est pour les particuliers, j'y crois un petit peu moins. Xbox, jeux vidéo, c'est pas non plus le truc qui m'intéresse le plus. LinkedIn, j'aime beaucoup LinkedIn, donc ça va. Et vous voyez, il y a une bonne moitié de Microsoft qui est pour moi un peu en gras, là où d'autres entreprises qu'on va voir plus tard sont investies dans des proportions plus fortes sur les business qui m'intéressent le plus. Et c'est pour ça qu'en termes de pure croissance, puisque pour battre le Nasdaq, il va me falloir des entreprises qui grossissent à une vitesse et une cadence très soutenue, je la trouve un tout petit peu plus lente potentiellement que d'autres entreprises. Donc c'est pour ça qu'elle ne va pas être si pondérée que ça pour l'instant, puisqu'évidemment, je vais probablement le faire quoi qu'il arrive. On va probablement, au fur et à mesure qu'on investit de l'argent, racheter certaines GAFAM suivant ce qui se passe, on verra a posteriori, mais voilà, on va sûrement réinvestir dans les GAFAM, mais probablement dans Microsoft. Voilà, je vous le dis, ça va probablement être un investissement qui arrivera également dans le futur. Mais pour l'instant, on va rester sur une position plus faible que 3 autres boîtes qu'on va voir prochainement. La deuxième entreprise dont on va parler et sur laquelle je ne vais pas investir pour des raisons que j'ai expliquées juste avant, c'est Meta. Alors, c'est tout de même une entreprise que j'admire pas mal, parce que pour moi, ce sont des maestros de la monétisation. C'est vraiment une entreprise qui a une capacité à générer des revenus sur chacun de ses utilisateurs qui est hors norme par rapport à la compétition. Ils ont un revenu par utilisateur qui est 5 fois plus élevé que quasiment n'importe quel autre réseau social. Enfin, c'est vraiment une entreprise qui a cette capacité de monétisation qui est hors norme et qui est au fond très bien gérée. On a beau dire que Mark Zuckerberg est un peu fou, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets dans lesquels il va
qui moi m'intéresse moins, donc c'est pour ça qu'on va pas investir, mais objectivement, en termes de capacité à rentabiliser son business, il a été assez prodigieux. Et donc ça, il faut reconnaître ça. Et puis, de manière générale, c'est une personne qui est très compétente et que moi, à titre personnel, dans lequel j'ai tout de même assez confiance, qui m'inspire pas mal de choses positives. Le problème de Meta, c'est assez simple, c'est les produits vers lesquels il va. Il y a un aspect métaverse, évidemment, qui moi m'intéresse pas plus que ça. Il y a un aspect IA, mais pour des consommateurs qui, comme on l'a dit, moi je ne vois pas tant de valeur là-dedans, enfin beaucoup moins de valeur que pour les optimisations business qui elles vont pouvoir avoir des prix et des marges énormes, alors que pour les consommateurs ça va rester très faible malheureusement, si ce n'est pas rentable. Donc ça m'intéresse moins. Et puis les produits historiques, Instagram et Facebook, sont pas forcément en super croissance. Et j'y attends pas tant de choses que ça. Alors ils pourraient continuer à améliorer encore plus leur monétisation, mais j'ai l'impression que là ils sont déjà très bons, donc vous voyez, je vois pas tant de potentiel de croissance pour la boîte, même si je pourrais être surpris. Évidemment, je me réserve le droit de changer d'avis, et d'ailleurs c'est même une de mes philosophies, je ne reste jamais bloqué sur quoi que ce soit, donc je pourrais changer d'avis, mais aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de projet particulier de Meta qui me paraît pouvoir générer un revenu supplémentaire conséquent dans les prochaines années. Parce que je me trompe, et pour l'instant c'est pas une entreprise que je vais acheter. Une entreprise par contre sur laquelle on va investir 10 actions avec un prix d'achat initial de 168$, c'est évidemment Google. On en a parlé juste avant. J'ai une relation d'amour-haine avec Google, c'est qu'à la fois je trouve que les business sont tous, pour le coup, très très bons, et en même temps j'ai eu du mal avec le management à une certaine période. Aujourd'hui ça va mieux, et c'est pour ça que j'investis lourdement sur l'entreprise, parce que j'ai très confiance dans ce qu'elle propose en termes de services IA à ses clients. Ça me paraît être une offre commerciale extrêmement attractive. Et j'ai l'impression que, même s'ils communiquent pas trop dessus, parce que c'est pas un sujet très populaire, le fait de virer des gens pour les remplacer avec de l'IA, j'ai l'impression qu'ils se donnent quand même à fond dessus, d'après toutes les interviews et les communiqués que j'ai pu voir, enfin, tout ce que j'ai essayé de trouver. Avec par exemple cette database que j'ai montrée, qui montre tout de même un engagement sur ce service en particulier qui est conséquent de la part de l'entreprise. Google est en plus pour moi une entreprise qui est valorisée vraiment très peu cher. Pour être honnête, ça m'émeut presque à quel point l'entreprise est bon marché. À peine 25 de ratio bénéfice par rapport à la valorisation. Pour une entreprise de cette qualité, ça me paraît être donné. Enfin, c'est le même prix qu'une boîte comme Coca. C'est moins cher que Walmart, et qui sont des supermarchés américains. Enfin, c'est donné. Enfin, moi, ça m'apparaît comme étant extrêmement peu cher. La valorisation relativement faible de l'entreprise est notamment due à une certaine crainte qu'il y a que l'IA pourrait remplacer Google, mais la réalité c'est que pour différentes raisons, j'y crois moyennement. Déjà, Google est très bon pour rentabiliser son moteur de recherche. Pour le coup, ils ont beaucoup de données, dont on a parlé dans une vidéo sur Google, ce qui permet de monétiser les personnes qui vont sur le moteur de recherche beaucoup mieux que d'autres moteurs de recherche. En plus de ça, le coût qu'ils ont pour chaque recherche effectuée est très très faible, comparé à des modèles IA qui coûtent cher par recherche et qui sont même pas rentables. C'est pour ça d'ailleurs que Bing, le moteur de recherche de Microsoft, ne met plus tant en avant que ça sa recherche IA, parce que ça coûte très cher de faire une recherche IA par rapport à une recherche classique Google. Et donc en fait, le prix est plus élevé que le rendement pour la plupart de ces boîtes. Donc c'est pas très rentable. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus dur à rentabiliser que Google, qui lui est une machine extrêmement rentable. Et enfin, ça fait quand même maintenant 1 an que Bing a intégré de l'IA à son moteur de recherche, et ça n'a pas augmenté ses parts de marché d'un poil. La réalité actuellement est là. Donc c'est pas si simple que ça de gagner des parts de marché avec simplement de l'IA. Il faudrait une IA extrêmement performante, je pense, et encore, à voir si ça marcherait vraiment, mais cette IA extrêmement performante, a priori, elle ne serait tout simplement pas rentable. Aujourd'hui, actuellement, si vous voulez une IA vraiment ultra efficace, ça coûte très cher. Donc vous ne pouvez tout simplement pas aujourd'hui le faire. À l'avenir, ça arrivera peut-être, mais pour l'instant, je vois pas trop de signes à ce niveau-là, donc pour moi, le moteur de recherche me paraît pas en danger. YouTube est un actif extrêmement attractif. L'abonnement YouTube Premium, je fais pas la pub, je m'en fiche complètement, mais moi, à titre personnel, me paraît très compétitif par rapport aux autres. Si ce n'est même, il me paraît carrément déloyal par rapport à la plupart des autres abonnements du secteur, parce que vous avez trop de choses pour un prix relativement correct. Et encore une fois, le cloud, je trouve ça top. Et puis, bon, les autres actifs de Google sont tous très intéressants, amassent beaucoup de données. Google est une entreprise qui a des actifs de dingue, valorisé très peu cher, les risques me paraissent pas énormes, et donc je vois un attrait énorme dans la boîte, et c'est pour ça que j'ai investi pas mal dessus, et je pourrais encore une fois me renforcer à l'avenir dessus sans aucun problème. Ensuite, on a donc Apple. Bon, je pense que ça va pas trop vous surprendre si vous me connaissez et si vous avez compris ce qui m'intéressait. Je ne vais pas investir dans Apple, parce que je ne pense pas que le potentiel de croissance soit vraiment suffisant pour battre le Nasdaq et battre ses concurrents. Voilà, c'est une entreprise qui vend des produits à des consommateurs. Les consommateurs, a priori, ne vont pas multiplier par 2 leurs achats dans les prochaines années. Donc voilà, je vois pas pourquoi est-ce que le chiffre d'affaires exploserait. Et de la même manière, je ne pense pas non plus du coup que le cours de bourse va particulièrement exploser dans les prochaines années. Je pense que ça va être relativement plat et grossir à une vitesse assez raisonnable. Il n'y a pas d'explosion. Donc on va pas l'acheter. Ensuite on a Amazon, encore un provider de cloud,
que je vais acheter. Je vais prendre 9 actions avec un prix d'achat de $186, ce qui fait autour de 1500 €. Amazon est comme les autres très intéressante et peut-être même encore plus parce que c'est l'entreprise qui a proportionnellement à sa valorisation le plus gros cloud par rapport à Microsoft et à Google. Enfin, les deux ont aussi des gros clouds, mais Amazon, c'est vraiment capital pour l'entreprise, et c'est une entreprise qui a un cloud qui est très destiné aux entreprises, et qui est également une championne de l'optimisation, de la productivité et de la robotique. Donc, comme les autres, c'est un acteur qui est très bien positionné sur un marché extrêmement intéressant. Et en plus de ça, chose très rare pour Amazon, actuellement, Amazon est valorisé en termes de ratio valorisation sur EBITDA moins cher que Microsoft, ce qui est historique, honnêtement, pour Amazon qui a toujours été valorisé très très cher. Et actuellement, Amazon, paradoxalement, n'a jamais été aussi bon marché. Ce qui est quand même assez fou, je trouve, alors que l'entreprise a donné des derniers résultats excellents et de manière générale dans une situation exceptionnelle. Donc voilà, c'est un achat qui est pour moi évident, même si le risque sur Amazon est un peu plus élevé que le risque sur d'autres boîtes à cause de ses marges un peu plus faibles, de ses dépenses souvent robustes, de sa volonté de ne pas forcément faire trop plaisir aux actionnaires. Donc il peut y avoir une réaction assez violente du marché à certains moments, mais sur le long terme, je crois beaucoup en la boîte. Donc voilà, j'ai investi à ce prix-là qui me paraît très raisonnable par rapport à l'historique d'Amazon. Et j'espère que ça se passera bien. Avant-dernière entreprise, on a Tesla. Tesla souffre malheureusement du même problème qu'Apple, c'est-à-dire qu'elle vend des objets qui sont très physiques, et donc la croissance est plus dure à faire dans ce contexte-là. Mais elle a un autre problème qu'on avait déjà évoqué, qui est que la valorisation de Tesla est boostée par une communauté d'investisseurs Tesla très fidèle, qui a tendance à propulser le cours de l'action à des niveaux extrêmement élevés, et donc Tesla se paye toujours très cher. C'est une entreprise qui se paye plus cher que du Microsoft ou du Google, donc voilà, pour un ratio de PE équivalent, je suis moins intéressé par l'entreprise, et la croissance potentielle des revenus me paraît plus dure à accomplir, même si encore une fois, à cause de la communauté d'Elon Musk, l'entreprise pourrait atteindre des niveaux records un peu sur n'importe quelle news. Mais j'ai pas envie de me baser sur ça pour faire ma stratégie d'investissement, donc on va s'écarter de la valeur pour l'instant. La dernière entreprise qu'on va acheter, c'est actuellement mon action favorite, c'est l'entreprise Nvidia. On va prendre 2 actions avec un prix d'achat de 912 €. Et pourquoi cet investissement ? Eh bien parce que c'est la seule entreprise du groupe qui est investie à 100% quasiment sur le secteur de l'IA. Elle est donc sur un marché en très forte croissance et a donc elle-même un potentiel de croissance des bénéfices qui est très significatif. Et en plus de ça, pour une entreprise 100% IA, je trouve qu'elle est valorisée de manière relativement raisonnable. Alors, je sais que ça peut faire grincer des dents, mais objectivement, en comparaison avec d'autres boîtes exposées à 100% à l'IA, Nvidia est en réalité relativement bon marché. C'est étonnant à dire, mais Nvidia est plutôt bon marché dans cette catégorie-là. Pourquoi ? Parce qu'Nvidia est une entreprise qui suscite énormément de craintes, notamment parce qu'elle a beaucoup monté, et donc les boîtes qui montent beaucoup, ça fait toujours peur. On a toujours l'impression que c'est une bulle, même si les revenus augmentent 2 fois plus vite que le cours de bourse, c'est sûrement une bulle, donc les gens font très attention. Il y a 2 facteurs qui font très peur. Tout d'abord, la demande plutôt court terme pour l'entreprise. Est-ce que les 2-3 prochaines années vont être aussi bonnes pour Nvidia que l'année précédente, par exemple ? Ça, pour moi, la réponse est relativement simple, même s'il peut y avoir des petites surprises. Oui, a priori, ces années devraient être bonnes. En fait, il suffit de poser la question aux clients directement d'NVIDIA qui ont fait des prévisions de dépenses en infrastructure dans leur bilan comptable qui ont été rehaussées, qui sont très significatives. Et c'est des dépenses en infrastructure qui vont aller déjà chez NVIDIA, on le sait. Ils le déclarent directement, il y a des partenariats qui sont tout à fait publics. Et quand vous interrogez le CEO d'une de ces boîtes, c'est notamment le cas avec Mark Zuckerberg, eh bien, il vous dit droit dans les yeux qu'ils vont investir des centaines de milliards d'euros dans l'IA et que ça va aller de plus en plus fort au fur et à mesure des années. Donc voilà, pour moi, c'est un discours qui est très rassurant de la part des clients et des clients qui n'ont pas forcément d'intérêt à rassurer sur Nvidia. Vous voyez, quand Amazon ou Google font leurs prévisions de dépenses en infrastructure IA, ils n'ont pas d'intérêt à rehausser la facture, ça fait plutôt baisser leur cours. Donc a priori, c'est des déclarations tout à fait honnêtes. Ils pensent qu'ils vont dépenser beaucoup en IA et ils vont probablement dépenser beaucoup dans ces infrastructures-là pour alimenter leur cloud et leurs services sur ce domaine. En plus de ça, a priori, la production devrait s'améliorer et la base de clients pourrait aussi s'étendre de plus en plus à travers le monde. Donc à court terme, je pense que ça devrait aller, même s'il peut y avoir des petites surprises, on ne sait jamais. Mais le point qui peut faire plus peur à long terme, c'est la question de la concurrence, puisque comme vous le savez, Nvidia fait des bénéfices records à des marges absolument hors normes, et donc forcément, un business aussi profitable devrait attirer un raz-de-marée de concurrence. Et en fait, c'est déjà le cas. Nvidia est déjà l'entreprise la plus concurrencée au monde, puisque non seulement elle a des concurrents très sérieux, mais en plus de ça, ses propres clients, Amazon ou Google par exemple, fabriquent leurs propres puces pour essayer de concurrencer Nvidia. Donc Nvidia, oui, est une boîte qui est extrêmement concurrencée, mais ce qu'on constate, malgré cette concurrence hors norme sur Nvidia depuis déjà un certain temps, c'est que l'entreprise ne perd quasiment pas de part de marché et continue de faire des ventes records,
même auprès de ses clients qui lui font la concurrence. Il n'y a pas de baisse dans les achats, au contraire. Et quand on pose cette fois la question directement aux concurrents d'NVIDIA, ils nous disent très clairement, ce qui est quand même un discours assez dingue pour des concurrents directs d'une boîte, que NVIDIA est quasiment intouchable sur certains secteurs liés notamment à l'entraînement des modèles. Sur la question de l'entraînement des modèles, il y a une catégorie de puces spéciale qui est faite pour ça. NVIDIA paraît, même par rapport à ses concurrents les plus proches, quasiment intouchable sur le secteur, ce qui est quand même assez fou. Et le secteur sur lequel d'autres acteurs essaient de lui faire la compétition, eh bien, ils y arrivent un petit peu, mais ça reste pour l'instant assez modéré. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que NVIDIA est une boîte qui a un avantage concurrentiel absolument extraordinaire. Le CEO décrit assez bien ça quand il parle de sa boîte. En fait, les produits qu'ils font sont tellement compétitifs, tellement efficaces en termes d'énergie, en termes d'optimisation des modèles, en termes de vitesse, de puissance, etc., que même si les produits de la concurrence étaient gratuits, ils seraient tout de même trop chers, parce que la perte en efficacité des structures qui opèrent ces puces serait telle que ça coûterait plus d'argent à leurs clients d'acheter les produits de la concurrence gratuitement que d'acheter les produits d'NVIDIA. Une déclaration qui peut paraître complètement folle et absurde, mais ça peut être pris directement au pied de la lettre actuellement, puisque quand on regarde le concurrent le plus direct d'NVIDIA qui est AMD, ce qu'on constate, c'est que AMD vend surtout des puces quand NVIDIA est en rupture de stock. C'est ce qu'on constate assez littéralement. C'est assez triste, mais aujourd'hui c'est comme ça, notamment à cause de l'intégration et des logiciels qui est faite autour des produits d'NVIDIA. Et clairement, cet avantage concurrentiel de la boîte n'est pas usurpé, et ils ont clairement cet avantage en ce jour qui est colossal. Je pense également que c'est important de rappeler qu'on parle de très haute technologie, de projets qui mettent forcément des années à se réaliser. Par exemple, on pourrait comparer ça avec la NASA. Si demain vous essayez de lancer une boîte qui concurrence la NASA, bon bah ça va être très dur parce que c'est de la haute technologie. Même avec tout l'argent du monde, même si vous êtes le roi d'Arabie Saoudite avec les milliards et les milliards que vous voulez, vous aurez du mal à lancer une station internationale dans l'espace dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années parce que c'est des projets qui demandent beaucoup de temps, quoi qu'il en soit, même avec beaucoup d'argent. Et donc Nvidia, pour les concurrencer, ça va être très dur. Beaucoup de gens vont s'y atteler, mais déjà certaines personnes abandonnent. Donc c'est dire à quel point la tâche paraît difficile. Et en plus, l'autre point qu'on n'aborde jamais sur l'entreprise, c'est que certes, elle pourrait se faire grignoter des parts de marché ou perdre un peu de marge, mais elle peut aussi se développer. Elle a plein d'opportunités de développement qui s'offrent à elle, notamment dans la robotique, puisque Nvidia est très calée aussi sur les questions de robotique, notamment sur des logiciels. En fait, elle est déjà très investie dans la question du logiciel, et elle propose déjà des logiciels qui sont très performants pour certaines tâches, évidemment, très précises, liées à l'entraînement des modèles, par exemple, et puis à ce qui touche à l'intelligence artificielle en général. Et avec tous ces éléments, force est de constater que Nvidia est l'un des investissements les plus intéressants actuellement sur les marchés financiers, parce que le risque est, je pense, assez surestimé par beaucoup de gens qui veulent voir l'entreprise tomber parce qu'elle a beaucoup monté et que donc il faut que ça baisse beaucoup. Et le potentiel de croissance est tout simplement gigantesque. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Le portefeuille, je vous le mets là. Donc on a un peu de Microsoft, pas mal de Google, pas mal d'Amazon, pas mal de Nvidia. La semaine prochaine, pour alimenter un peu le divertissement des épisodes, on prendra 2 entreprises de piètre qualité qui ont des actions qui, je trouve, sont intéressantes, mais qui sont en soi des entreprises de mauvaise qualité, en opposition évidemment avec les entreprises qu'on a vues aujourd'hui qui sont toutes, bon, pour beaucoup des no-brainers, des boîtes excellentes sur tous les points de vue. Voilà, donc ça fera un peu de fun, on verra si ça marche et puis ça permettra de tester un peu la stratégie. Si vous voulez utiliser le courtier que j'utilise, il y a un lien en description. Si vous pouvez passer par là, c'est très sympa de votre part parce que je peux gagner de l'argent comme ça et équilibrer les comptes de la chaîne. Merci à tous, abonnez-vous, bye bye.